Aujourd'hui, on accueille Tania pour comprendre les 6 étapes pour investir en immobilier en zone frontalière suisse. Merci Tania d'être présente avec nous aujourd'hui. Première question et première étape finalement, c'est qu'est-ce qu'on doit établir comme objectif d'investissement et quelles questions on doit se poser exactement? Alors, quand quelqu'un il veut venir travailler avec nous, la première question à se poser, ou que je pose bien entendu à mes clients, c'est quel est son vrai pourquoi? Pourquoi elle veut investir? Ok, Est-ce que c'est pour avoir un cash flow mensuel, augmenter ses revenus chaque mois? Est-ce que c'est tout simplement des patrimoniales? Est-ce que c'est pour préparer sa retraite? Voilà, déjà connaître les vrais pourquoi. d'accord. Deuxièmement, euh, quelle est sa capacité d'emprunt? Ok, Parce qu'on peut avoir l'objectif, j'entends ça, je veux me constituer un parc immobilier, c'est très bien, mais on a combien pour aller? tout à fait. Donc on va Tout les à fait. valider cette capacité d'emprunt. Ok, Et quels sont ses objectifs court, moyen, long terme? C'est étonnant, mais les gens, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui, mais quand on pose la question, tu te vois où d'ici 5 ans, tu te vois où d'ici 10 ans, c'est rare la personne qui arrive vraiment me répondre et que il s'est posé ces questions auparavant. Du d'accord. coup, vraiment, on fait un travail sur ça pour que je puisse l'accompagner vraiment à atteindre ses objectifs. Donc premier objectif, ça va être de comprendre ses objectifs finalement d'investissement. La Le deuxième, vrai pourquoi. Comment? Exactement, les vrais pourquoi. Le Comprendre les vrai vrais pourquoi. pourquoi. Très bien, très très bien. Et au niveau du deuxième objectif, j'imagine qu'il faut étudier le marché après, une fois qu'on a compris le pourquoi. Euh, Pas forcément. Le vrai pourquoi, c'est pourquoi tu veux investir, pourquoi tu veux entreprendre, pourquoi est-ce que c'est pour aider les gens, hein, quand tu ouvres une boîte, est-ce que c'est pour faire de l'argent, même si tu n'iras pas très loin, c'est l'objectif, ton vrai pourquoi, Bien sûr. mais comprendre le pourquoi on veut investir. Et avec cela, ces objectifs, bien entendu, à court, moyen, long terme. Et une fois on a ça, plus fait une étude également de sa situation personnelle et professionnelle, on va établir vraiment un plan de, une stratégie, on peut dire une stratégie d'investissement pour rapport à tous ces points, pour que Très la bien. personne soit alignée et le projet soit faisable, bien entendu. Ok. Une fois que tu sais que le projet est faisable, quelle est la deuxième étape finalement que tu présentes? Alors, la deuxième étape, pour quelqu'un, par exemple, qui veut se lancer seul, qui a fait cette première étape toute seule, demander pourquoi elle veut investir, connaître sa capacité d'emprunt, connaître ses objectifs à court moyen terme. Ok, il est prêt. La deuxième étape, ça va être étudier le marché. Très bien. Étudier le marché. Euh, on va partir sur quoi? Du coup, c'est ça l'important au début, les stratégies d'investissement. Est-ce qu'on va partir sur des immeubles, sur des maisons, sur des appartements, tout simplement sur des terrains, garages, n'importe. Mais déjà, ok, on aura sur la table sur quel type de bien, sur quel type de bien on pourra partir les recherches. Deuxièmement, par exemple, on a les appartements. Ok. Sur quelle ville ou quel emplacement. On va tout bien noter pour focaliser notre énergie sur un type de recherche. Et là, on va commencer à étudier, par exemple, qu'est-ce qu'il y a sur le marché sur cette ville, sur ces quartiers, quel est le prix au mètre carré. Très bien. On va commencer à faire une étude de marché. Ok, dans cet emplacement, quels sont les transports en commun qu'il y a à proximité, les écoles, qu'est-ce qu'il va apporter en plus-value au bien, pourquoi il est à ces prix. Voilà, on va commencer vraiment à étudier le marché et à connaître les secteurs et la zone où on va commencer à faire les recherches. C'est très important. Ok, donc deuxième étape, tu étudies le marché. J'imagine qu'il en suit une troisième étape. Et en fin de compte, qu'en est-il de cette troisième étape? Une fois que tu as établi des objectifs, que tu as étudié le marché, quelle est la troisième étape? Très bien. Alors, une fois on sait où on peut investir, dans quelle ville, quel type de bien et quel est notre budget, on va commencer les recherches. Très Et bien. pour cela, les réseaux, il est très important. Parce qu'on Ok. peut commencer les recherches, quelqu'un qui débute, par exemple, qu'il ne connaît pas, qu'il ne connaît personne,
qu'il n'a jamais investi, il va faire quoi? Il va regarder sur les bons coins, par exemple. C'est très bien pour débuter et commencer à faire un réseau. Mais si on passe par exemple pour un chasseur immobilier qui a déjà son réseau, il nous permettra d'accéder à des biens qui ne sont pas sur le marché. Également, il va nous apporter son expertise, mais pas que. Il y a aussi les courtiers, les entreprises générales des travaux, en fait, tout qui va avec. Ça, je pense que c'est constituer ce réseau pour la 4e étape, c'est très important. Pour trouver des biens, pouvoir se positionner sur un bien. C'est très important d'avoir cet écosystème en place. Je vous dis pourquoi. Par exemple, pour optimiser un bien, l'acheter moins cher au prix au mètre carré, normalement, il y a des travaux à effectuer. Pour évaluer ces travaux, il faut des artisans ou des entreprises générales des travaux. C'est la partie plus compliquée. D'accord, je comprends. Ouais. Et les prix sont très variables. C'est important d'avoir quelqu'un de confiance à côté qui peut nous faire déjà des devis travaux pour qu'on puisse les mettre dans notre plan financier, pour connaître vraiment les coûts total de l'opération et pouvoir estimer si c'est rentable ou pas, avant de se positionner et faire une offre. Pareil pour le courtier ou le partenaire bancaire. Tous les gens qui vont former partie de ces projets, il faut que soient vraiment de notre côté, des bons conseils et qu'ils puissent être réactifs également pour qu'on puisse se positionner derrière. Ok, très clair. Donc très clair pour cette 3e étape. Finalement, donc on a trouvé notre réseau, on a trouvé également les critères de sélection du bien, on a déterminé nos objectifs, donc on commence à être bien constitué. Quelle est la prochaine étape à passer? Lancer les recherches à travers notre réseau. Ok. Alors qu'on commence à avoir déjà un réseau et qu'on a les critères très précis de recherche, on va communiquer à qui? À les agents immobiliers, à les diagnostiqueurs, par exemple. Là, je vous parle, par exemple, de quoi il doit être constitué cette réseau pour vous apporter des affaires. Les gens qui peuvent nous apporter d'affaires, bien entendu, on ne parle pas des sites internet que tout le monde a accès. Pour se constituer un réseau d'apporteurs d'affaires, ça peut être qui? Les agents immobiliers, les agences, ça peut être les diagnostiqueurs. Avant qu'on vienne, ils sortent sur le marché, les vendeurs, ils vont faire un diagnostic. C'est obligatoire. Pour vous, les diagnostiqueurs, ils peuvent nous apporter des biens qui ne sont pas encore sur le marché. Très bien. Les artisans, par exemple. Il y a des gens qui font des travaux de réfléchissement avant de les mettre en vente. Pareil. Les notaires, il y a les successions, les divorces, tout ce qui va avec, ils sont au courant des biens qui vont être en vente. Tout cet entourage, on doit les solliciter quand on doit rechercher un bien. Très bien. Une fois on a des biens à visiter, il faut vraiment l'analyser. Est-ce qu'il est rentable? Oui, on va lancer les visites. OK. Et pour continuer sur ces points, également, comment trouver notre bien parfait? Déjà, on a vu comment nos partenaires ou notre écosystème qu'on va créer peut nous apporter des biens. Le deuxième point important également, c'est comment on peut optimiser ces biens. Des fois, on aura des biens en face, bien entendu, sur le marché, il n'y aura pas un bien parfait où ils disent, OK, j'ai 10% de renta, achète-moi. Des fois, il faut en fait créer de la valeur et l'optimiser. Quand je parle optimiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, maintenant j'ai le cas d'un appartement de 72 mètres carrés. C'était un T2, très mal aménagé. Ce qui fait 72 mètres carrés pour les Français. Hein. Voilà. Très mal aménagé. C'était un T2 avec beaucoup de travaux. J'ai proposé ce projet avec un client et le projet, il va être de le diviser en 3 studios. D'accord. Du coup, vraiment, l'optimisation. De Très l'espace. important. De l'espace. Ça va nous permettre, déjà, les travaux, au niveau fiscal, c'est intéressant. Acheter beaucoup moins cher de mètre carré, mais aussi, en fait, l'exploitation. La demande des studios, c'est beaucoup plus élevée. On aura trop de logements. La rentabilité, elle sera beaucoup plus intéressante. Donc, pour ce 4e point, c'est l'optimisation. Ok, super. Ensuite, une fois qu'on a donc trouvé le bien parfait, qu'on l'a étudié, qu'on s'est constitué le réseau, qu'on a tous nos critères, quelle est la 5e étape qui en découle? Parce que j'imagine qu'il faut maintenant passer à une analyse plus détaillée de ce bien et qu'on aille un peu plus en profondeur finalement. Tout à fait.
Alors, les gens qu'ils puissent se poser la question comment on analyse un bien, quel chiffre il faut poser, quel document on a besoin. Alors, pour un bien, on va demander plusieurs documents. On va demander les 3 derniers PV d'AG. C'est quoi les assemblées générales? C'est là où on va voir si au niveau de la copropriété, il y a des travaux à prévoir ou pas. Très bien. Aujourd'hui, par exemple, il peut y avoir sur certaines copropriétés des travaux assez lourds, comme par exemple l'isolation d'une façade. Ça c'est des travaux, ça coûte assez cher. Surtout maintenant avec les lois qui changent, les DPE, etc. Tout ça, on va les retrouver dans les PV d'AG. Deuxièmement, on va demander le règlement des copropriétés. Pourquoi c'est important ces documents? Là-bas, on va voir, par exemple, quel type d'exploitation il est autorisé dans la copropriété. Parce qu'il y a des gens qui vont visiter, par exemple, un studio, ils disent « Super, c'est un pépite, je vais faire de la courte durée, Airbnb ». Mais peut-être ce n'est pas légal, hein. La copropriété ne l'autorise pas. Du coup, tout ça, on va les voir dans les règlements des copropriétés. Comme ça, on verra si notre projet est viable dans cette copropriété ou pas. Troisièmement, on va demander les appels des fonds, les charges annuelles. Des fois, c'est 1 000 €, par exemple, pour un petit studio, mais des fois, c'est 3 000. C'est très variable, ça dépend de la résidence. Du coup, ce montant-là, c'est très important de les connaître pour l'intégrer en fait dans notre plan financier pour la rentabilité nette. Ensuite, on viendra demander également la taxe foncière. On viendra demander également les DPE, parce que s'il est mal classé, peut-être aujourd'hui, s'il est en G, on ne peut plus les louer. F, ça sera dans 3 ans. Du coup, en fait, déjà, ça veut dire qu'on devra faire des travaux assez coûteux pour que notre investissement soit viable. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on pourra demander également si, par exemple, c'est un chauffage au gaz? S'il y a déjà l'entretien de la chaudière, c'est obligatoire à le faire annuellement. Très bien. Tous ces genres de vérifications, il viendra nous aider à établir les plans financiers et à envisager certains travaux par rapport à notre bien, c'est-à-dire pouvoir nous aider à estimer la rentabilité future. Et ça, on peut perdre des milliers d'euros, j'imagine. Sur même un bien à 100 000 €, on peut perdre 10, 20, 30, 40, 50 000 € juste parce qu'on n'a pas étudié tous ces documents-là et qu'on n'a pas fait affaire à une professionnelle. Bien sûr, par exemple, des fois on visite des appartements qu'on dit « Waouh, c'est joli, l'ont bien rénové », mais on ne vérifie pas, par exemple, les âgés ou qu'est-ce que c'était dire. Peut-être pas beauté, mais ça va arriver au bout de 2 ans, comme par exemple la façade. Et on doit peut-être sortir derrière 5 ou 8 000 € pour une petite surface, ou même 10 ou 15 pour un gros appartement. Ta rentabilité... c'est plus du tout la même. C'est plus du tout la même. Il faut compter sur ces gros montants. À compter également que ton prêt il est déjà demandé à la banque, il n'est pas intégré ce montant dedans. Pareil, pour rapport au DPE, il faut bien connaître les lois, les changements de loi. Qu'est-ce que ça veut dire être en G, F, E? Qu'est-ce que ça implique à niveau travaux? Est-ce que si la copropriété il n'a pas prévu en isolation, par exemple, ou refaire la façade, que tu as déjà changé les fenêtres et que le logement il est en G, il faudra faire en isolation intérieure. Tu vas perdre en fait un mètre carré de logement, tu vas perdre en surface et en plus de ça, il faut compter le prix d'une isolation intérieure au mètre carré, il est très élevé. Du coup, en fait, la rentabilité, ça ne sera pas la même. Et tout ça, tous ces travaux, on va les pouvoir estimer une fois on aura connaissance de tous ces documents, pour être précis. Du coup, si vous voulez trouver toute la liste des documents qu'il faut demander pour vérification avant de s'y positionner sur un bien immobilier, vous l'aurez sur le School, vous pourrez les télécharger. C'est complètement gratuit, mais très important avant de se positionner sur un bien immobilier. Et pas que sur un investissement locatif, mais aussi si vous avez un projet de résidence principale. Et éviter de perdre des milliers d'euros, comme j'imagine tu as pu déjà le constater pour certaines personnes qui n'avaient pas connaissance de ces documents. Tout à fait. Super. Donc super, donc effectivement on a vu l'analyse et la négociation de ce bien. J'imagine qu'à un moment donné, il faut finaliser ce dossier. Quelle est la dernière étape à constituer pour arriver à terme? Alors, déjà, une fois qu'on a trouvé le bien, on a analysé, on a vu qu'il était rentable, que le projet était viable et qu'il rentrait dans notre budget.
Là, on va passer à l'étape des négociations. Là, il faut négocier le bien. Donc, passer pour un chasseur, ça aide parce que vu que normalement, on a le vendeur en face ou même en agence immobilière, on sait quel est le montant de négociation qu'on peut y aller. Donc, ça, on peut vous les communiquer. Mais pas que. On va vous accompagner, en fait, de la mise en place de toutes les clauses, par exemple, pendant l'offre. C'est-à-dire quoi, les clauses? Les clauses suspensives. Notre intérêt également, c'est vous protéger. Clause suspensive de financement, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, vous avez un appartement, il y a un atelier en bas avec des fenêtres auto sur plafond. Vous savez que c'est un emplacement où il y aurait beaucoup de demandes. Par exemple, si on transforme ces locaux en habitation, ok, on va mettre la clause, par exemple, d'acceptation pour la mairie, de changement de destination, tout ça. Tout ça, il faut que ce soit déjà dans l'offre et c'est des arguments de négociation. Donc, on va vous accompagner dans cette étape qui c'est très importante. Donc super, merci Tania, tu nous as évoqué la partie négociation. Une fois qu'on négocie, à quel moment on passe à l'acte justement? Voilà, après, une fois qu'on a négocié, on a l'offre acceptée, il y a la partie financement. C'est très important. Donc là, on va solliciter nos partenaires bancaires ou nos partenaires, les courtiers. Et là, c'est une étape également où les gens, c'est bien qu'il ait les connaissances nécessaires ou qu'il soit accompagné parce que également au niveau bancaire, il y a des choses à négocier. Comme par exemple, les remboursements anticipés, les taux, les frais des dossiers. Tout ça, c'est à négocier parce que également, on peut perdre des milliers d'euros en pas négocier un certain point. Ok, très bien. Là, c'est la partie fiscalité. Oui, là, tu peux me poser la question. Okay. Et qu'est-ce qui se passe à niveau... Et ce financement, qu'est-ce qu'il engendre sur le plan fiscal, donc, une fois qu'on a eu le financement? Alors, par rapport au financement, ce n'est pas en relation. Okay, financement et fiscalité, mais c'est important de connaître la fiscalité pour rapport à cet investissement. Mais ça, on le voit déjà depuis le début, c'est-à-dire est-ce qu'on va acheter en nom propre ou en société. Du coup, il y aura des modes de fiscalité en fait différents, sera imposé différemment. Mais pas que, pour les gens qui sont frontaliers, il existe des accords bilatéraux entre la France et la Suisse, d'où il n'y a pas la double imposition pour rapport aux revenus locatifs, mais il y a des spécificités à connaître. Du coup, pour tout le résident fiscal suisse ou résident fiscal français, mais qui soit frontalier, c'est bien de se faire accompagner par un expert pour ce côté fiscal. Donc, on a acquis le bien. Oui. Maintenant, comment finalement on le gère, ce bien-là? Alors, une fois il est rénové, il va être mis en location. Là, une fois en plus, ça dépend de chaque personne et de son objectif. On peut le gérer nous-mêmes ou on peut passer pour des professionnels. C'est-à-dire la location classique, on aura l'option de passer pour des agences. La location courte durée, on a les conciergeries qui gèrent les biens Airbnb. Ou tout simplement, également, il y a des façons d'optimiser cette partie en ayant quelqu'un de confiance sur place et en gérant les biens différemment. Mais c'est très important qu'il soit géré. Et une fois acheté, qu'on ne l'oublie plus, il faut un entretien. Vu qu'on augmente également les loyers chaque année, il faut également l'entretenir chaque année. Bien sûr. Et prendre soin de notre parc immobilier. Bien sûr. Donc génial, Tania, tu nous as décomposé toute la partie de la phase de recherche, aux questions à se poser avant ça, également à la partie gestion locative, en passant également par la fiscalité et le financement. Je te remercie beaucoup pour avoir décrit ces 7 étapes ensemble et d'avoir aidé effectivement ne serait-ce qu'une personne. Je ne sais pas si ne serait-ce qu'une personne sur les vues que nous allons avoir va rejoindre le school, mais si effectivement vous tenez à passer à l'action, sachez que vous avez un accès gratuitement dans le school, juste en dessous de cette vidéo, pour avoir notamment la liste de tous les documents à demander avant d'investir en immobilier. Vous évitez de perdre des milliers d'euros sur l'investissement que vous aurez fait et effectivement pouvoir vous poser des questions à Tania directement à travers ce school auquel vous avez un accès complètement gratuitement juste en cliquant sur le lien ci-dessous. Donc si tu es quelqu'un qui souhaite investir en immobilier en zone frontalière, que tu te poses des questions sur la fiscalité, le financement et que tu souhaites trouver des réponses, tu as juste à cliquer sur le lien ci-dessous de cette vidéo pour
pour y trouver tes réponses. Et moi, je tiens donc à te remercier, Tania, pour le temps que tu viens de nous accorder et l'explication de ces 7 étapes. Je te dis à très vite. À très vite. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup, Tania. À bientôt. À bientôt.